Bonjour et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau journal à la une de ce mercredi 19 avril. Une marée rouge s'est emparée d'Avoria. Dans le Haut-Chablais, la station accueille le 71e challenge des moniteurs de l'école du ski français et Emmanuel Jaude est allé jauger l'ambiance ce mercredi sur place. Ils sont nombreux et précieux, nos lacs alpins font l'objet de toutes les attentions et inspirent des passions. Lucas Ruche a rencontré un photographe qui souhaite leur consacrer un livre. Je vous le disais à l'instant, 3000 pulls rouges ont pris possession de la station d'Avoria. Les moniteurs des ESF de toutes les régions sont rassemblés pour une semaine de courses et de fêtes, l'occasion pour ces professionnels du ski de décompresser après une saison bien particulière. Reportage sur place d'Emmanuel Jaude. Le challenge des moniteurs ne porte pas son nom au hasard, car pour rassembler dans les meilleures conditions tous les pulls rouges de France, l'organisation est essentielle. Du côté des compétitions comme de ceux du bar et du point restauration, rien n'a été laissé au hasard. Des réflexions qui ont nécessité plusieurs longs mois de travail. Concrètement, on a commencé déjà à la fin de l'hiver dernier. On a commencé à rencontrer la station précédente qui avait déjà fait le challenge l'année dernière, donc c'était Vars, pour voir un peu dans quelle direction on allait aller et puis ils nous ont donné un petit peu des conseils. Et puis réellement à partir de cet automne, moi j'ai commencé début octobre à fond pour tout enclencher, quoi. C'est un événement qu'on fait très très rarement vu que c'est différent chaque année, enfin ça change de station. Donc on essaie aussi d'en profiter à fond, mais c'est sûr qu'à la fin de la semaine on va être rincés, je pense. Véritable championnat de France des moniteurs, le challenge s'articule également autour de son espace de convivialité. En plus des boissons, divers plats et spécialités sont proposés chaque jour et là encore, le savoir-faire de l'ESF n'est plus à démontrer, sauf peut-être quand il s'agit d'estimer l'appétit de ses confrères. Là, on vend beaucoup plus que ce qui est prévu, que ce soit de l'alcool ou de la nourriture, c'est très très bien. D'ailleurs, c'est même dur de monter de la nourriture, mais c'est génial, tant mieux que ce soit comme ça. Déjà, le plat du jour, là, par exemple, aujourd'hui, c'est diopolinte. On essaie d'en faire pour 300 personnes, avec une cuisine qui est montée sur la neige. Donc là, les cuisiniers, ils sont vraiment au top. On a vraiment des gars incroyables. Et puis, poste clé, il y a tous ceux qui doivent porter les fûts. Eux, c'est métier de l'ombre, mais heureusement qu'ils sont là parce que ça en passe un paquet. En effet, ce mercredi midi, le cap symbolique des 300 fûts de bière vidés a été franchi. Un rythme qui n'est d'ailleurs pas près de ralentir, le nombre de moniteurs ne faisant que croître au fil des jours sur les pistes d'Avoria. Afin de les accueillir au mieux, une vraie armée de petites mains est nécessaire. Tous les jours, c'est en moyenne entre 250 et 300 personnes qui travaillent bénévolement sur cet événement. Donc ça démarre à 7h du matin pour la préparation des sandwichs. Ça finit à 4h du matin pour le nettoyage du chapiteau, où il y a des soirées un petit peu festives et où les gens s'amusent. Donc voilà, sur l'ensemble d'une journée, on est vraiment proche des 300. Si le soleil n'est pas assuré pour la suite de la semaine, l'ambiance restera à coup sûr chaleureuse en attendant ce samedi, jour de la grande finale, au cours de laquelle près de 3000 moniteurs ESF sont attendus pour sacrer leur champion 2023. Et j'ajoute que nous serons de nouveau à Avoria ce vendredi pour un JT spécial au cœur de ce 71e challenge. En novembre dernier, des traces de composés perfluorés étaient détectées dans l'eau potable de Rumilly. D'après l'ARS, les effluents de plusieurs entreprises du secteur seraient à l'origine de cette pollution. Depuis, le réseau rumillien a été raccordé à celui du Grand Annecy. Alors que la situation n'a guère évolué ces dernières semaines, les membres d'Europe Écologie Les Verts du bassin annécien demandent des analyses plus poussées. Sébastien Germain a rencontré l'un de ces écologistes, on l'écoute. En regardant un petit peu dans la littérature, on se rend compte qu'il y a des demandes au niveau de l'Europe et au niveau national de faire des recherches sur les polluants éternels. Et ces recherches-là ne sont pas forcément faites de manière tout à fait satisfaisante, puisqu'aujourd'hui, il y a seulement les industriels qui sont potentiellement utilisateurs de ces FAS qui ont été questionnés, mais il n'y a pas de recherche dans la nappe de manière un petit peu plus systématique afin de connaître l'étendue de la pollution au niveau du bassin versant. Il y a également
sont des recherches vis-à-vis d'une enquête d'épidémiologique sur toute la population, puisque visiblement, ça fait quand même des années que ces polluants sont là, puisque c'est mutagène, cancérigène et c'est un perturbateur au niveau de la sexo-reproduction, de manière à pouvoir savoir quels sont les impacts au niveau de la santé et du coup, quelles sont les mesures à prendre en œuvre par rapport à ça. C'est une politique industrielle, ça remet en cause également la gestion des déchets, la manière dont l'État, lui, va gérer et va s'enquérir de la manière dont les déchets sont utilisés, sont diffusés, si c'est des bouts en sortie de station d'épuration, comment ils sont retraités ensuite. Voilà, il y a beaucoup de choses par rapport à ça et bien au-delà en tout cas de la simple politique de l'eau. Les cinéphiles sont déçus. Le festival du cinéma italien d'Annecy n'aura pas lieu cette année. La direction par intérim de Bonlieu Scène Nationale, organisateur de l'événement, a en effet annoncé une année de pause en 2023. Géraldine Garin, directrice par intérim, a indiqué que la structure ne peut plus supporter seule le coût financier de l'événement. Alors que le théâtre attend son prochain directeur, la ville réfléchit elle aussi à l'avenir de ce rendez-vous automnal. Une association a par ailleurs lancé une pétition pour son maintien. Le conseil départemental de la Haute-Savoie vient d'acquérir 4 centres de vacances, une acquisition qui s'inscrit dans le cadre de son plan alpin dont un des axes principaux est la jeunesse. Ainsi, à Saint-Jean-de-Sixte, dans les Aravis, le département a déboursé plus de 2 millions d'euros pour racheter le centre Le Château. Il appartenait à une association spécialisée dans l'organisation de classes découvertes. Explication dans ce reportage de Sébastien Germain. Voici le château. Ce centre de vacances est une véritable institution à Saint-Jean-de-Sixte. Cette demeure bourgeoise datant du 19e siècle accueille depuis plusieurs décennies maintenant des enfants de la France entière. L'an dernier, mise en difficulté par la crise Covid, l'association Oval, propriétaire des lieux, avait dû se résoudre à vendre. Une aubaine pour le département de la Haute-Savoie qui a sauté sur l'occasion pour renforcer encore un peu plus sa volonté de miser sur le tourisme et la jeunesse. C'est quand même mieux qu'il y ait 120 jeunes qui viennent toutes les semaines. Ces jeunes reviendront quand ils seront parents, ils ramèneront leurs enfants au ski, ils ramèneront leurs enfants à la montagne l'été, au bord du lac d'Annecy, au bord du lac Léman. Donc ça veut dire qu'on fait perdurer un cycle perpétuel depuis l'après-guerre en Haute-Savoie. Et puis je crois que des Liffrois, on s'accorde tous pour dire qu'on en a assez. En plus du château ici dans les Aravis, le conseil départemental a souhaité renouveler l'opération dans 3 autres communes du département qui n'ont pas été choisies au hasard. On n'est pas promoteur immobilier, donc quand il y a quelque chose qui se vend au cœur d'une station de ski prestigieuse, on estime que le marché doit se débrouiller seul. Mais quand on parle de l'Hôtel de France à Glières-Val-de-Borne, à Entremont, bon, d'abord c'est l'endroit où Tom Morel a été assassiné, donc là il y a en plus une connotation historique. Et puis Mont-Saxonais, chacun connaît la situation de la station. Ognon, ce sont des anciennes stations de ski, ou en tout cas des anciens sites qui sont en périphérie de grandes stations. Avec le soutien supplémentaire de la région, un partenariat a même été trouvé avec les grandes stations alentours. Ainsi, en hiver, les enfants pourront aller skier dans les domaines skiables voisins. Pour Saint-Jean-de-Sixte, ce sera donc le Grand Bornand ou la Clusaz. La poursuite des activités du centre de vacances est donc une très bonne nouvelle. C'était primordial puisque nous avons la chance sur la commune d'avoir au départ 4 centres de vacances. Donc chaque centre a son importance et celui-ci d'autant plus puisqu'on se dirige vers la Clusaz, puisqu'il est à mi-distance entre Saint-Jean-de-Sixte et la Clusaz. Et dans cette nouvelle configuration, l'association Oval, ancienne propriétaire des lieux, est aujourd'hui gestionnaire et locataire. Cette semaine, ce sont donc près de 120 enfants de région parisienne qui séjournent au château pour le plus grand plaisir des accompagnateurs. Le château, en fait, c'est la première acquisition de l'association Oval, donc il y a 30 ans de ça. Et c'était vraiment, il y a un gros attachement forcément. Donc c'était vraiment à contre-cœur la mise en vente. Et au départ, donc c'était pas forcément le département qui devait racheter, donc nous on devait arrêter l'exploitation. Et le fait que le département rachète et qu'on puisse rester exploitant, ça a été vraiment un grand soulagement et on est très heureux de pouvoir être toujours ici. L'acquisition de ce centre de vacances par le département aura coûté au total 2,3 millions d'euros. Des travaux de rénovation sont d'ores et déjà prévus pour cet établissement qui fonctionne été comme hiver.
Nos pays de Savoie abritent les plus grands lacs alpins. Ces derniers ont inspiré le photographe subaquatique Rémi Masson. Dans son livre À paraître, il retrace leur histoire à travers des anecdotes ou encore des photos insolites. Un ouvrage de 300 pages qu'il a présenté à Lucaruche, au bord du lac d'Annecy. Voici nos grands lacs alpins, comme vous ne les avez jamais vus. Rémi Masson est photographe subaquatique. Il plonge en apnée depuis des années à la découverte du mystérieux monde lacustre. Équipé de ses palmes, sa combinaison et son appareil photo étanche, ce plongeur annécien est très vite tombé sous le charme des secrets immergés dans le lac d'Annecy. Avec mes premières plongées, moi je suis tombé de jungle pas possible, avec des grands herbiers, avec des brochets de plus d'1 mètre, avec une faune incroyable, et c'est ça qui m'a surpris. Je dis mais en fait ce monde-là il existe quoi. De l'extérieur on voit pas qu'il y a tout ça, et voilà, c'est ça qui m'a donné envie de faire mes images et puis d'explorer. Enfin, ce qui m'intéresse c'est vraiment ça, c'est la découverte. Et il y avait des belles choses à découvrir et j'aurais pas imaginé que c'était aussi riche que ça. Après 8 ans de travail, Rémi est sur le point de sortir le plus gros projet de sa vie. Un livre photo de près de 300 pages sur les grands lacs alpins. Certaines de ces photographies seront d'ailleurs exposées à Annecy, le long de la rivière du Thiou. Cette situation-là, c'est les crapauds. En fait, le crapaud qui vit plutôt à l'extérieur, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais qui vient comme dans l'eau pour se reproduire. Et qui aime bien, lui, il a besoin d'accrocher les œufs sur des supports. Donc tout ce qu'on voit, toutes les chaînes en fait, qui pendent ici, c'est les œufs des crapauds en fait, qu'il va déposer en les accrochant sur la végétation ou sur les branches d'arbres comme ça. Voilà, donc des scènes un petit peu surréalistes ou différentes de l'aspect qu'on a classique. Auto-édité par Rémi lui-même, ce futur livre a pour objectif de montrer et documenter la vie sauvage qui s'organise dans nos grands lacs alpins. Moi, ce qui m'intéressait en premier, c'était de montrer la vie sous la surface. Parce que c'est vrai que c'est un aspect qui est souvent méconnu et qui est souvent oublié. C'est-à-dire que le lac, c'est à la fois un décor, mais c'est surtout avant tout un milieu de vie. Donc il y a beaucoup d'espèces qui s'y trouvent et c'est voilà, donner un petit aperçu sans être exhaustif, mais simplement présenter un petit peu. Voilà, qu'est-ce qu'il y a sur la surface, qu'est-ce qu'il y a aussi loin de la surface, dans les profondeurs. Parler aussi un peu, il y a des épaves qui sont connues. Il y a l'épave du France, par exemple, à Annecy. Il y a l'épave de l'avion du Bourget, l'avion nazi au fond du lac du Bourget, à presque 110 mètres de fond. Donc il y a des choses un peu connues et puis il y a d'autres choses à raconter. Et puis c'était aussi recréer le lien finalement de l'homme avec le lac. Imprimé très prochainement en France, ce livre de près de 400 photos sera disponible à la vente dès l'automne prochain. Et j'ajoute qu'une cagnotte participative est ouverte jusqu'à ce dimanche pour aider Rémi Masson à publier son livre. Vous pouvez retrouver cette cagnotte à l'adresse qui s'est affichée et vous pourrez ainsi, si vous le souhaitez, précommander l'ouvrage. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Vous connaissez la suite de vos programmes, la météo de Thierry Paulme et une rediffusion de l'aparté de la rédac. Rendez-vous ce jeudi à 18h pour un nouveau journal. Passez une très belle soirée.